Hello, on est mardi et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je voulais tout d'abord commencer cette semaine en vous remerciant vraiment chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé à mon dernier vlog où je vous parlais notamment de mes achats de fantasy, de romance, de romantaisie, un petit peu de tout ça. Donc vraiment un infini merci pour tout ça, pour vos commentaires très encourageants aussi, parce que je vous cache pas que pour la première fois j'avais un peu peur de vous perdre en route et voilà, et je vois que vous avez été au rendez-vous, que même les personnes qui ne lisent pas de fantasy ont quand même apprécié avoir soit des recommandations pour débuter, soit tout simplement elles ont réussi quand même à trouver du contenu qui leur plaisait avec les autres romans que j'avais présentés et notamment le 12e chapitre de Jérôme Loubry. Voilà, trêve de plaisanterie, on va dire ça comme ça. Je voulais donc vous parler de ma lecture en cours, je vous en ai pas du tout parlé dans le dernier vlog. Donc j'ai commencé, il était temps, Westwell, le tome 1, donc de Lena Kieffer aux éditions Nox, enfin aux éditions Albin Michel, mais c'est le label Nox, dédié à la romance, donc des éditions Albin Michel. Et j'ai plutôt bien avancé, même si je ne lis pas autant que j'aimerais. J'en suis page 93 sur un roman qui fait un tout petit peu plus de 500 pages. Pour l'histoire, donc ici, nous suivons deux personnages. On a une alternance de chapitres entre Helena Weston et Jessia Caldwell. Oui, c'est Jessia. Et donc, en fait, ces deux personnages-là, ça se passe à New York. On est dans l'Upper East Side. Vraiment, on est sur une Gossip Girl vibe, franchement. Et donc en fait ces deux personnages appartiennent à deux familles extrêmement riches et puissantes à New York, à Manhattan plus précisément, dans le quartier de l'Upper East Side plus précisément encore. Et donc en fait ces deux personnages-là sont unis par une colère, une haine, qu'ils se vouent l'un à l'autre, enfin, en tout cas que leur famille se voue l'une à l'autre, pour la simple et bonne raison que la sœur de Helena, qui s'appelait Valerie Weston, et le frère de Jessia, qui s'appelait Adam Caldwell, ont tous les deux perdu la vie dans des circonstances qui sont assez dramatiques et assez mystérieuses, en tout cas au début du roman. Très vite, on va comprendre que ils sont décédés, alors je vous spoil pas vraiment, mais ils sont décédés lors d'une soirée très arrosée. Ils auraient pris de la drogue et donc tous les deux, ils ont fait un arrêt cardiaque. Et en fait, chaque famille tient l'autre pour responsable de ce qui est arrivé. Et donc nous allons suivre Helena qui a passé 2 ans loin de New York. Elle a passé 2 ans un petit peu exilée à Cambridge par ses parents. Et elle va revenir à New York avec la volonté de... pas vraiment de venger sa sœur, mais en tout cas de laver son honneur et de prouver que qu'en fait elle n'y était pour rien et que c'est pas elle qui a pris avec elle son amoureux qui était Adam Caldwell. Et donc voilà, et donc en fait on fait la connaissance de ces deux personnages via des alternances de chapitres. Pour l'instant ils se sont rencontrés, mais on comprend évidemment qu'il y a beaucoup de colère et beaucoup de haine. C'est mystérieux, j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit, j'aime... Enfin, c'est pas léger, mais c'est très actuel. C'est deux personnes, je pense, qui ont, oui, la vingtaine, qui parlent, et entre elles et avec d'autres personnages. Et en fait, ces deux protagonistes-là ont en commun les relations très complexes qu'ils entretiennent avec leurs familles respectives, parce que voilà, avec tout ce que ça implique de pouvoir et de richesse, d'appartenir à une famille très aisée de New York, et bien voilà, on fait attention aux personnes avec qui on traîne, avec qui on discute. Quand on va à des soirées, tout le monde nous épie, donc en fait le moindre fait et geste peut avoir des conséquences assez dramatiques. Et donc on a des parents qui se soucient beaucoup de ça. Donc des jeunes qui grandissent avec beaucoup de défaillances, beaucoup de doutes et pour certains de la colère envers leurs parents. Pour vous donner un petit peu le contexte, je vous spoil pas grand chose parce que c'est vraiment au tout début du roman, puis on le comprend très vite. On est vraiment dans Gossip Girl, voilà. Donc c'est ce que je cherchais. Pour l'instant, je suis ravie. Je passe un très bon moment de lecture et du coup, je vous en reparlerai parce que bien évidemment, je vais avancer cette lecture.
Ce matin, j'étais à Sarlat pour un rendez-vous qui n'avait absolument rien à voir avec les livres. Et j'en ai profité pour passer à l'ancienne maison donc, que l'on a quittée pour récupérer un colis parce que depuis il était arrivé et donc j'en ai profité pour y aller tant qu'il n'y a personne qui a pris notre suite. Heureusement pour ces personnes-là d'ailleurs, qui est personne. Donc j'ai récupéré un colis qui me venait des éditions Charleston, que j'ai déjà ouvert dans la voiture parce que je voulais voir ce que c'était. Et il s'agit du club de lecture de Martha's Vineyard, de Martha Hall Kelly. Martha Hall Kelly qui a écrit plein d'autres romans, j'ai plus les titres sous les yeux. Je crois qu'elle a écrit Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, quelque chose comme ça. Et un autre que j'ai dans ma palle, je me souviens plus du tout. Donc voilà, le résumé de celui-ci me tentait trop, je vous lis la 4e. Mary Starwood pleure encore le décès de sa mère lorsqu'elle arrive sur l'île de Martha's Vineyard, au large des côtes du Massachusetts. Guidée jusqu'ici par une enveloppe trouvée dans les affaires de sa mère, où est écrit le nom de la célèbre peintre Elizabeth Devereux, elle espère en apprendre plus sur le lien qu'entretenaient les deux femmes. Sous prétexte de suivre un cours de peinture, Mary se rend dans la magnifique ferme en bord de mer de l'artiste et se lie d'amitié avec elle. Au fil de leur conversation, Elizabeth lui raconte l'histoire des mystérieuses sœurs Smith qui vivaient dans la ferme pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont créé un club de lecture, un petit cercle qui a bouleversé le cours de la guerre et de sa propre vie. Inspiré d'une histoire vraie, un roman émouvant dans l'univers enchanteur de Martha's Vineyard qui rend hommage au pouvoir de la communauté et de l'entraide dans les heures sombres de la guerre. Voilà, je pense qu'il est sorti puisque ça fait au moins une semaine qu'il est arrivé. S'il n'est pas encore sorti, il ne devrait pas tarder. Bah oui, je suis bête en plus de ça, j'ai cherché le titre que j'avais en tête, mais il était juste ici. Donc c'est un beau bébé, hein, à l'image des romans qui parlent d'histoire familiale de chez Charleston généralement. On est sur un tout petit peu moins de 500 pages, 490. La couve est trop belle, avec cette illustration, cette espèce de montage photo d'époque, j'adore. Donc voilà, un grand merci aux éditions Charleston. Ce sera une de mes prochaines lectures, mais pas cet automne je pense, peut-être soit cet hiver, même si c'est quand même un petit peu estival puisqu'il est question de plage et voilà. Mais à la fois on est quand même sur un contexte de guerre, donc ça peut être suffisamment un peu sombre pour l'automne. Bref, je vais retourner à mes lectures, j'ai un petit peu de cuisine à faire. Je vais essayer d'avancer dans ma lecture audio du Secret de Devril parce que je n'avance absolument pas et que ça me frustre. Déjà d'un parce que j'ai envie de connaître cette histoire et de voir comment elle évolue. Et aussi parce que j'ai envie de passer à autre chose. C'est toujours un petit peu frustrant de traîner un livre, surtout quand on l'apprécie. Voilà, je m'arrête là et puis je vous reprends dans la semaine dès que je peux. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi et je vous retrouve pour continuer ce vlog, même si nous ne sommes pas sur la même semaine que la semaine précédente où je vous ai parlé, donc le dernier plan que vous avez vu. C'est vrai que j'ai très peu filmé, très peu lu, on était sur une petite motivation, je vous cache pas qu'on l'est toujours, je suis sur un petit mood, j'ai jamais eu autant de temps pour lire mais je ne lis pas ou peu, ce qui est assez paradoxal, donc voilà, j'avais pas vraiment de matière à pouvoir vous sortir un vlog dimanche, c'est pas très grave. Je suis toujours dans ma lecture du tome 1 de Westwell, j'avance comme un escargot parce que le soir je lis 5 pages et je m'endors non, j'ai même pas de mots en fait. Je m'endors hyper rapidement. Donc j'en suis page 277 sur un roman qui en fait 500 de mémoire. Je crois que c'est ça. 504 pages. J'aime vraiment bien ma lecture. Je commence à être bien imprégnée de l'histoire, bien imprégnée des personnages. Voilà, ça s'installe. On fait la connaissance des deux personnages principaux. Donc je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais Elena et Jessia. Ces deux personnages, ils sont censés se détester, se livrer une sorte de guerre et de haine sans merci compte tenu du passé de leur famille en commun.
mais évidemment ils vont, on comprend qu'il y a plus que ça, qu'il y a un moment la haine ne suffit plus et évidemment c'est ce qu'on s'attend à retrouver dans une romance de ce style-là. J'aime beaucoup l'ambiance du coup new-yorkaise, style voilà Upper East Side à la Gossip Girl comme je vous le disais précédemment. Ça se lit plutôt bien et j'avoue qu'il faudrait vraiment que j'avance parce que j'ai envie de passer à autre chose. Je passe un très bon moment de lecture mais en fait j'ai plus envie de lire une romance. Enfin là je vais la finir évidemment parce que j'aime et c'est pas du tout un souci avec le livre, mais là on arrive dans une temporalité où je suis plutôt donc dans un petit mood. J'ai un peu envie de rien, j'ai pas très envie de lire. Je suis partagée entre l'envie d'être à la maison, de me faire des journées on va dire un peu cosy où je prends du temps pour moi et à la fois j'arrive au stade où ça fait 6 mois que je ne travaille plus. Vous l'avez suivi dans ces vlogs. Le projet dont je vous avais parlé au niveau de la librairie est plus du tout d'actualité parce qu'il y a eu plein de changements entre temps et donc en fait je suis en plein questionnement sur le sens de ma vie, sur ce que j'ai envie de faire, ce que je peux faire en étant ici à Périgueux en Dordogne parce que toutes les possibilités, en tout cas c'est pas du tout les mêmes qu'à Bordeaux, qu'à Paris et notamment quand on travaille dans un secteur dans la communication comme moi. Et voilà, et donc en fait je me questionne beaucoup, il y a des jours où je me lève avec beaucoup d'énergie, d'autres où je me lève avec beaucoup moins d'envie, ça dépend des jours. Il n'y a pas toujours de raison à ça, on arrive en plus de ça dans la période de l'automne avec des météos pluvieuses et brumeuses. Normalement j'adore ça, mais voilà, là je trouve un peu le temps long alors qu'en fait j'aurais plein d'occupations. Mais vous savez, au bout d'un moment, plus on a de temps pour soi finalement, plus parfois on tourne un peu en rond. Et voilà, c'est peut-être pas ce dont j'aurais besoin en ce moment, même si ça reste la saison la plus cosy pour moi. Et voilà, c'est tous les paradoxes que j'ai dans ma tête en ce moment. Bref, tout ça pour vous dire que donc je ne vous ai pas pris la semaine dernière. J'ai également reçu un colis que j'ai préouvert. C'est un colis qui me vient des éditions Hugo. Et là, on n'est pas sur de la romance. Je cache l'enveloppe volontairement parce qu'il y a mon adresse écrite en énorme des deux côtés. Donc, c'est un nouveau roman paru chez Hugo dans la collection Suspense, donc au format poche. Et il s'agit du nouveau roman d'Angelina Delcroix, qui est donc la même autrice qui a écrit Mémoire d'un expert psychiatre, qui est un roman d'ailleurs que je me suis procuré il n'y a pas si longtemps. Celui-ci il est tout petit donc je pense que ce sera vraiment une de mes prochaines lectures parce que j'aurai la satisfaction d'avancer rapidement. On est donc sur un thriller, c'est Hugo, mais pour l'instant on va dire pause à la romance. Sur le papier, tout le monde devait trouver son compte dans l'échange de maisons auquel les deux couples avaient souscrit. Alma et Léon, qui rêvaient d'un Noël de cartes postales montagnardes, avaient troqué leur maison contre ce beau et grand chalet qui blanchissait déjà sous l'assaut des flocons. Capucine et Marin, qui avaient de la famille dans la région et une envie d'embrun, s'installaient eux dans la luxueuse villa bretonne d'Alma et Léon. Chaque couple allait donc se glisser dans la vie de l'autre pour 2 semaines, dans l'inconnu et le dépaysement idéalisé. Découvrir un nouvel environnement, un autre mode de vie, des habitudes différentes, et très vite les secrets que chacun avait laissés sur place. Des secrets qui, déterrés, n'allaient pas tarder à défigurer la magie de Noël et transformer l'illusion en effroi. Voilà, donc on est sur un mood de Noël, c'est peut-être un petit peu tôt, mais à la fois j'ai envie de le lire et de vous donner mon avis dessus. Il va, je pense, se lire très vite puisqu'il fait 200... Je vais y arriver. Il fait 270 pages, quelque chose comme ça. Non, j'y arrive pas. Oui, il fait 270 pages. Voilà, donc je pense que ça va se lire très bien et très vite. La couve est très belle. Et du coup, ce sera, je pense, ma première découverte de l'autrice, qui normalement sera présente au Gujan Thriller Festival fin septembre, où je me rends donc avec les copines, comme chaque année maintenant. On va en faire notre rendez-vous. Et voilà, donc je sais pas s'il sera déjà sorti à ce moment-là, je suis pas sûre, parce que je crois qu'il sort qu'en octobre, mais il faudrait que non, j'ai pas la réponse. Bref, je vous en reparlerai très vite, ce sera une de mes prochaines lectures, mais si vous avez adoré Mémoire d'un expert psychiatre, ce sera peut-être l'occasion pour vous de continuer avec la plume de l'autrice, avec ce roman-là qui s'appelle donc Leur secret. Voilà, donc je remercie évidemment l'équipe Hugo pour cet envoi. J'ai rien de plus à vous montrer là aujourd'hui. J'ai envie de plonger dans mes lectures de fantasy que je vous ai présentées dans le dernier vlog et notamment Rewitched.
Je le prononce évidemment pas bien, mais je vais pas faire d'efforts. Voilà. J'ai très envie de le lire. J'ai envie de ce côté un petit peu Halloween, un petit peu sorcière, de ce mood-là. Pareil, ça fait plusieurs jours, presque 2 semaines, que je me dis qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ma palle d'automne et notamment la palle que je suis en train de constituer pour le... Enfin, que j'ai à peu près commencé à constituer pour le Happy Fall Challenge de Cecilia, du compte Cecilia Cherry Blossom. Cette année, j'avais pas envie de faire le pumpkin parce que... Enfin, le Pumpkin Autumn Challenge, je le dis en entier, parce que toutes les fois où j'ai essayé de le faire, j'ai jamais réussi à tenir une palle. Et parce que j'avais du mal à me projeter dans les catégories. À l'inverse, le Happy Fall Challenge, je trouve, il est pas plus accessible, mais en tout cas plus en lien avec ce que j'ai l'habitude de lire. Et voilà, donc bref, je vais essayer de constituer une palle. J'aimerais prendre le temps de vous filmer une vidéo, mais est-ce que j'aurai la motivation, est-ce que j'aurai l'envie? Ça, c'est autre chose. Vous le saurez évidemment quand cette vidéo arrivera. Et voilà, je vais essayer de faire ça cette semaine et de trouver le temps, l'énergie, l'envie pour le faire. Bref, je m'arrête là et je vous reprends plus tard. Hello, on est mardi soir, je vous prends rapidement avant de partir au sport pour vous montrer mon achat du jour. C'est horrible parce qu'en ce moment j'achète plus que je ne lis. J'ai acheté un nouveau livre de fantasy, c'était pas du tout prévu mais en fait je suis allée à l'espace culturel parce qu'il fallait que j'achète des cartouches d'encre, voilà, je vous raconte ma vie. Et je suis tombée sur ce livre et vraiment la beauté, l'histoire et tout m'a subjuguée dedans. Donc c'est encore un livre aux éditions Calix. Et je sais pas si vous verrez très bien, j'essaie de vous mettre le reflet. Donc il s'agit de bienvenue, Welcome to Fae Café. Fae Café, voilà. Le livre est juste dingo, vraiment il est magnifique, sublimissime. La couve, l'intérieur, tout, vraiment sublime. Et donc l'histoire me tentait trop et en fait je me suis rendu compte que du coup je l'avais vu passer sur Instagram et voilà, donc j'ai craqué. Par une douce matinée d'automne, Kate Cole lit son roman préféré dans un café de Toronto lorsqu'un homme se montre impoli envers la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Sympa. Malheureusement pour elle, sa victime est un fae de l'angle nord, qui visitait le royaume humain en secret. 4 assassins fées débarquent alors pour la traquer avec à leur tête le prince Cressika Albastian, le guerrier le plus redouté des 4 angles de l'éternité. Voilà, l'histoire me tente beaucoup trop. Donc je vous en reparlerai, ce sera une de mes prochaines lectures de l'automne. De toute façon, on s'y prête clairement. Vraiment, le livre-objet est sublime. Voilà, je voulais juste vous montrer ça avant d'oublier. Je suis toujours dans la lecture de Westwell, mais j'avance comme un escargot, vous le savez. Je suis page 301. Voilà, il me reste encore 200 pages, donc rien à vous dire de plus. Je vais partir au sport et je vous reprends dans la semaine pour vous faire un update en espérant que j'ai avancé d'ici là. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir, je vous retrouve avec mes petites antennes pour vous parler de ma lecture parce que ça y est, j'ai terminé le tome 1 de Westwell et franchement, j'ai adoré cette lecture. Vraiment la fin, je l'ai refermée il y a même pas 1 heure. La fin, elle est juste à la fois horrible, à la fois waouh, à la fois en fait il faut que je lise la suite. C'est quoi ce cliffhanger de ouf? Et voilà, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. La plume est très immersive, très fluide, ça se lit bien, il y a du suspense, on s'attache petit à petit au personnage. Évidemment, il y a une dose de clichés, mais comme dans chaque romance, j'ai envie de vous dire. On est donc, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais dans une atmosphère à la Gossip Girl. On est au cœur de l'Upper East Side entre deux jeunes gens, un garçon et une fille qui ne peuvent pas s'aimer parce que leurs familles sont ennemies pour plein de raisons. On est sur des familles très riches qui sont en quête de pouvoir perpétuel. Vous savez, les croquettes de Gus qui tombent en même temps. Et Gus qui est d'ailleurs là, visiblement, il n'a pas faim. Et donc en fait on est sur
sur cette lutte de tu m'attires mais je ne peux pas parce que si je vais vers toi c'est ma famille qui va me comment dire, me désavouer, on va dire ça comme ça. Enfin bref, ça se lit très bien, il y a beaucoup de suspense, j'ai trop hâte, c'est un tome 1 sur une trilogie, donc j'ai trop hâte de lire la suite pour tout simplement pour avancer parce que l'histoire se termine où oui il y a une partie qu'on referme et une partie où je me dis mais non en fait c'est pas possible. Voilà, bref, si vous l'avez lu, je suis preneuse de vos retours. J'ai trouvé, alors pour les gens qui ne lisent pas de romance ou qui pourraient justement un peu comme moi être... ne pas être attiré par ce genre parce que avoir peur des nombreuses scènes de sexe, etc. Sachez que c'est pas vraiment le cas ici. Déjà, ça intervient sur la dernière partie du roman. Et voilà, et ça reste soft quoi, c'est pas des trucs très crus, c'est voilà. Donc à mon sens, ça se lit très bien, c'est tout ce dont j'avais besoin. Là, je vais passer à autre chose. Je sais pas encore quelle lecture je vais prendre, mais peut-être que je vais commencer Rewitched, je sais pas du tout. Rewitched, je sais pas comment on prononce, toujours pas. Bref, je vais peut-être commencer cette lecture, peut-être pas, il faut que je fasse le point, mais je voulais quand même vous parler à chaud. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait un avis comme ça à chaud. Je l'ai refermé comme je vous disais il y a 1 heure et même pas 1 heure. Et j'étais là en mode ah ouais mais non mais ça peut pas se terminer comme ça, c'est pas possible. J'ai écrit à Matou en me disant mais c'est quoi cette fin, et elle m'a dit mais t'es pas prête. Donc j'ai trop envie de connaître la suite et de lire cette trilogie, d'autant que j'ai déjà le tome 2, il me manque que le tome 3 et voilà. Bref, je dois préparer quelques petits trucs à la maison, donc je vais pas entamer ma lecture de suite, peut-être ce soir si j'ai un peu de temps, et puis dans tous les cas je vous prendrai dans la semaine pour vous dire ce que j'ai choisi de commencer. Hello, j'espère que vous allez bien, on est samedi et je vous prends pour clôturer ce vlog, j'allais dire cette semaine de vlog mais toujours pas puisque c'est un vlog sur 2 semaines. J'ai plein de choses à vous dire. La première, je voulais évidemment vous parler de ma nouvelle lecture en cours parce que jusqu'ici je ne vous l'ai pas présentée. Donc je suis dans la lecture de Ainsi résonne l'oubli de Grégoire Godineau aux éditions du Gros Caillou. C'est un roman, un thriller que m'a offert Matou pour mon anniversaire et voilà, donc j'avais trop hâte de le découvrir. J'ai vu des avis très positifs à son sujet et il se trouve que l'auteur sera normalement présent donc au Gujan Thriller Festival, donc salon du polar qui aura lieu le week-end prochain sur le bassin d'Arcachon, auquel on va évidemment avec les filles. Donc je me suis dit que c'était quand même mieux si je l'avais lu avant. Je n'ai pas fait ça loin de là avec tous les autres auteurs, mais voilà, et qui plus est donc c'était Matou qui me l'avait offert, donc l'objectif c'était quand même aussi de pouvoir le lire avant qu'on se voit et de pouvoir lui en parler. Donc dans ce roman nous suivons un personnage, celui de Sophia. Je vais vous lire la 4e de couve parce que j'ai lu l'équivalent de 117 pages, donc c'est un petit peu compliqué pour l'instant de vous résumer l'histoire. Une nuit d'avril, Olivia Foster affirme avoir tué quelqu'un. Mais jusqu'où peut-on se fier à ses souvenirs quand la raison nous dépasse? Alors que ces mensonges et révélations s'entremêlent, Sophia, décidée à tout faire pour protéger son amie Olivia, part sur les traces d'un accident vieux de près de 20 ans qui a traumatisé Doucier, une petite commune sans histoire. Et franchement, alors les 4-5 premiers chapitres, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que on a un prologue, on a une scène qui s'ouvre aux États-Unis, je crois 20 ans avant, quelque chose comme ça, je vais vous dire ça. Donc on a effectivement le prologue, non pardon, le prologue, on est aux États-Unis en mars 2003. Et en fait, très vite, on va se retrouver donc dans la nuit du 10 avril 2022, cette fois-ci en Bretagne. Et en fait, avant le prologue, on a un récap un petit peu qui nous dit que à telle date, il y a eu un accident et qu'il s'est passé ça. Voilà. Donc en fait, sur les 4 premiers chapitres, j'avais du mal à me projeter un petit peu dans cette histoire, à savoir qui était qui.
et surtout dans quelle temporalité on était. Et là ça y est, donc j'en suis page, comme je vous le disais, 116, chapitre 20. Et là, je suis à fond dans cette histoire. J'ai trop envie de connaître le fin mot. C'est très bien écrit. On est, alors vraiment, j'insiste sur le très. On est à la fois géographiquement entre le Jura et la Bretagne. Donc une intrigue qui se passe en France. On est sur un personnage féminin, donc celui de Sophia, et un autre personnage masculin. On comprend qu'il y a beaucoup de mystères, c'est assez, je vais pas dire original, mais Sophia est avocate en fait, et elle va se retrouver à enquêter avec la police pour essayer de protéger son amie, dont finalement elle se rend compte que elle-même il y a plein de choses qu'elle ne sait pas. Et voilà, donc beaucoup de mystères, c'est très bien écrit, beaucoup de suspense et pour l'instant je me régale. Voilà, donc c'est aux éditions du Gros Caillou. C'est une transition parfaite parce que justement j'ai gardé des colis à vous présenter. J'ai reçu 3 colis dont un que j'ai acheté et les 2 autres ce sont des réceptions de maisons d'édition, des services de presse. Je terminerai par celui que j'ai acheté parce que bon, il n'y a pas beaucoup de suspense dans la temporalité. On est au mois de septembre. Au mois de septembre, il y a un auteur qui sort généralement toujours un nouveau roman et je l'ai commandé à sa sortie. Bref, donc j'ai reçu, je vais prendre le premier qui est ouvert puisqu'il est arrivé dans un sale état. C'est un colis qui me vient des éditions Alban Michel et dedans il y a 2 romans. Alors le premier, c'est un roman, hop, comme ça, donc chez Alban Michel, de Thomas Negaroff qui s'appelle La Conspiration. Voilà, comme vous pouvez le voir à la couverture, il va être question de fascisme, juste ici, mais encore plus donc de nazisme lié aux États-Unis. Je vous lis la 4e, ça m'a énormément tentée parce que je pense que vous le savez, la Seconde Guerre mondiale c'est quelque chose qui m'intéresse, mais pas toujours dans des romans type saga familiale, etc. Ça peut être le cas, mais j'aime beaucoup les romans un petit peu historiques qui vont être sur cette période-là. Et qui plus est, du coup, Thomas Negaroff, c'est quelqu'un que je suis à titre personnel, rien à voir avec ses romans, parce que tout simplement, il est historien et également romancier. Et voilà, et donc j'étais très curieuse de découvrir celui-ci. 1933, tandis que les États-Unis s'enfoncent dans la crise, une poignée de banquiers, d'industriels et de généraux humiliés rêvent d'une autre Amérique, autoritaire, nationaliste, inspirée par le fascisme et le nazisme venus d'Europe. Leur cible, Roosevelt, leur obsession, les Juifs, leur méthode, le complot. Inspirée de faits réels méconnus, la conspiration retrace à hauteur d'homme les prémices d'un coup d'État proche de renverser la démocratie américaine. Au cœur du roman, le général Smedley Butler, héros de la guerre respecté, que les conjurés tentent d'enrôler pour renverser, la Maison Blanche. De sa décision dépendra le sort de l'Amérique et de la démocratie. Avec la rigueur de l'historien et la force du romancier, Thomas Negaroff livre une fresque saisissante de l'Amérique des années 30, celle de la misère sociale, des foules galvanisées, mais aussi des comploteurs, et redonne vie à un moment de bascule où l'histoire n'a tenu qu'à un fil. Il me tente vraiment beaucoup. C'est un beau bébé hein, pour Alban Michel, quoique. Il fait 360 pages et on est toujours sur une mise en page, vous savez, un petit peu comme le dernier roman d'Amélie Nothomb dont je vous ai parlé. Donc voilà, donc une lecture qui me tente énormément. L'autre lecture que j'ai reçue de la part des éditions Alban Michel, c'est là aussi un thriller qui me tente beaucoup parce qu'il y a 4 ou 5 ans maintenant, j'avais lu Octobre de l'auteur donc Søren Svestrup, je ne sais pas si je le prononce bien, et voici donc son nouveau roman qui s'appelle Cache-Cache. On est dans la même veine au niveau de la DA de la couverture, ça évidemment ça dégage. D'ailleurs qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus? Søren Svestrup est de retour, si Octobre vous a coupé les jambes, Cache-Cache vous coupera le souffle. Voilà, un message que je ne suis pas prête d'oublier je pense. Le livre est dans un très mauvais état. Comme je vous disais, le colis est arrivé pas en forme du tout. Mais c'est pas grave, là pour le coup c'est un gros bébé, il fait quasiment 700 pages. Je pense que ça fait bien longtemps que j'ai pas reçu, autre que chez Charleston, un roman aussi gros. Et je vous lis la 4e. 1, 2, on va jouer à un jeu. Tout commence par une innocente comptine que chantent les enfants lorsqu'ils jouent à cache-cache. 3, 4, je vais te battre comme plâtre, pour soudain tourner au cauchemar. 5, 6, il faut que le jeu finisse, et réveiller le souvenir d'un passé sanglant. Après Octobre, le maître du thriller danois Søren Svestrup revient avec un scénario fracassant qui confronte le duo d'enquêteurs Mark S. et Naya Tulin à l'une des affaires les plus complexes et les plus glaçantes de leur carrière.
Voilà, donc il me tente énormément, c'est la suite, je pense, d'Octobre, puisqu'on retrouve le même duo, ce duo que j'avais vraiment beaucoup aimé. On est toujours dans un petit peu cette atmosphère enfantine, bien que ce soit un thriller, parce qu'il est question de comptines. Déjà dans Octobre, on parlait de petits bonhommes en allumettes, oui je crois que c'était ça, en allumettes ou en pomme de pin, je sais plus, puisque je mélange en même temps L'homme allumette de Nicolas Druard. En tout cas, c'était des sortes de petites figurines qui étaient déposées à côté des cadavres et il y avait un côté très enfantin. Voilà. Donc là, on est sur la même veine. Il me tente trop. Je pense que ce sera une lecture parfaite pour l'automne. Et voilà, il faut que je regarde à quel moment. Ça se passe en mai. Voilà. Mai 92. Alors après, je pense que c'est peut-être le début qui se passe en mai. Et peut-être qu'après, on se retrouve plus tard. 14 février. Ouais, bon, on a plusieurs temporalités. Bref, voilà, il me tente beaucoup, les deux me tentent beaucoup d'ailleurs, donc un grand merci aux éditions Albin Michel. Et ensuite, j'ai reçu un colis, donc c'est en lien avec ce que je vous disais précédemment, un colis des éditions du Gros Caillou. C'est la première fois du coup que je lis un roman de cette maison d'édition, donc Ainsi résonne l'oubli de Grégoire Godineau. Et c'est la première fois que je reçois aussi un service de presse de la part de cette maison d'édition. Donc je suis très honorée de leur confiance et très impatiente de découvrir les autres romans qu'on m'a proposés, puisque normalement il y en a 2. Hop, ouais, c'est ça. Donc il s'agit pour tous les deux de thrillers. Je vous les montre comme ça. Oh, si j'enlève ça, c'est un peu mieux. Hop. Donc le premier, c'est Jusqu'au bout de l'océan d'Arthur Roger. Vraiment, les DA sont trop belles. On est sur toujours des couves en noir et blanc. Et en fait, à chaque fois, vous avez le dos qui va être dans une couleur particulière. Je fais tout tomber. Mais voilà. J'aime vraiment beaucoup la DA de ces couvertures. Donc le premier, comme je vous le disais, Jusqu'au bout de l'océan d'Arthur Roger. Êtes-vous prêt à vivre la plus bouleversante des aventures? En pleine mer, 3 destinées se heurtent. Alexandre, un fugitif traqué. Samia, une rebelle endurcie par les épreuves. Verchères, un flic qui n'a plus rien à perdre. L'océan pour seul refuge, une quête effrénée pour trouver la liberté. Plongé dans un périple stupéfiant, une odyssée qui se dévore le cœur battant, avec l'envie irrésistible d'en connaître le dénouement. Arthur Roger est passé maître dans l'art d'écrire des intrigues captivantes. Ses personnages profondément attachants entraînent le lecteur dans des récits haletants, aux rebondissements imprévisibles. Depuis le dernier jour, ces romans sont devenus des références pour les amateurs de suspense. Voilà, il fait 450 pages, je pense. Ouais, 440 peut-être. Donc avec, on a une petite carte qui est totalement... voilà, elle match avec la couverture. Il est né en 1975. Il a déjà écrit un roman qui a été primé d'ailleurs. Et voilà. Donc un grand merci. Les deux me tentent. Hein. J'avais lu les 4e avant d'accepter de les recevoir. Et l'autre du coup, donc c'est Ne reste que la nuit de Rose Mallet. Il est vraiment très beau. Et donc celui-ci, il est... Alors non, c'est l'autrice de Et ensuite le silence qui a été prix Coquelicot Noir et il est sélection prix hors concours. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais voilà. Je vous lis la 4e là aussi. Serge n'a que quelques heures pour écouter la version de Lila, son histoire, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi. Seulement quelques heures pour déceler la vérité. Puis il lui faudra écouter l'autre version des faits, celle qui va tout bouleverser. Et ça... cette 4e là, avec plein de suspense, ça m'a donné beaucoup trop envie de le découvrir là aussi. J'ai avec un petit marque-page et je crois qu'il y avait une carte qui se baladait, oui elle est là. Chère Sophie, découvrez Jusqu'au bout de l'océan d'Arthur Roger, un roman d'aventure écrit comme un redoutable thriller, et Ne reste que la nuit de Rose Mallet, un thriller aux thématiques difficiles mais nécessaires. Belle lecture, Théa. Donc un grand merci aux éditions du Gros Caillou et à Théa pour leur confiance. Ce sont des lectures qui me tentent beaucoup et dont je vous parlerai prochainement, qui je pense vont être assez mystérieuses pour l'automne qui arrive. Promis, je vais arrêter un petit peu de vous parler de romance parce que là ça y est, j'ai envie de thriller et voilà. Donc transition toute trouvée et après je vais m'arrêter ici parce que je vous parle déjà depuis très longtemps. J'ai commandé le nouveau Nicolas Beuclé, vous l'aurez compris. Voilà, donc il s'agit de Transylvania.
J'étais totalement d'ailleurs passée à côté de sa sortie. Je crois que je m'en suis rendu compte la semaine dernière. Et en fait, je l'ai précommandé tout simplement pour l'avoir le jour de sa sortie. Donc, il est comme ça, aux éditions XO. Je vous lis la 4e. Il était une fois. Encore aujourd'hui, on prétend que le château de Bran, en Transylvanie, était la propriété du comte Dracula. Rares sont ceux qui s'arrêtent dans cet hôtel reculé, cerné par la neige et la glace. L'endroit paraît habité par des fantômes depuis la nuit des temps. C'est là que la jeune inspectrice Mina Dragan est envoyée pour enquêter sur un meurtre étrange. Un cadavre gît dans une chambre, celui de l'unique client de l'établissement. À ses côtés traîne une vieille malle verrouillée. Avant de disparaître, l'assassin a inscrit un tatouage énigmatique sur la main de sa victime. Mina Dragan ne le sait pas, mais c'est pour elle le début d'un jeu de piste terrifiant qui lui fera découvrir la face cachée et peut-être pas si imaginaire des contes de fées de notre enfance. Et si la clé de tous ces mystères se trouvait dans un seul livre, un livre fondateur, Il était une fois Transylvania. Voilà, donc il me tente beaucoup, comme tous les romans de l'auteur. J'avoue que ça fait, je vais pas dire 2 fois, mais notamment le dernier, l'ultime avertissement, qui m'avait un petit peu fait l'effet d'un soufflet qui retombe, parce que à chaque sortie de l'auteur, en fait, j'ai des attentes qui grandissent parce que depuis la première trilogie que j'avais dévorée il y a quelques années, c'est-à-dire Le Cri Complot, L'île du diable, j'ai toujours... en fait, il avait placé la barre tellement haut à ce moment-là que toutes les lectures que j'ai faites par la suite des romans qu'il écrivait, soit il me manquait quelque chose, soit au contraire, j'étais contente de retrouver ce qui avait fait le succès de ses premiers romans. Et voilà, donc dans l'autre trilogie, j'avais adoré le personnage principal de Grace, mais un petit peu moins la vitesse avec laquelle s'enchaînaient, je trouvais, les événements. On se retrouvait dans des quêtes qui toujours en fait dépassent le personnage principal, des quêtes qui dépassent presque notre condition humaine. Et avec des indices qui étaient parfois beaucoup trop flagrants en fait, où en l'espace de, même si c'est quand même des gros livres, mais en l'espace de 100 pages, ils avaient accompli des trucs juste waouh. Et donc pas toujours très cohérent. Et j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je lis thriller aussi, plus mon esprit peut-être s'aiguise un petit peu et je vais pas dire devient plus exigeant, parce que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas de cet auteur, c'est vrai que j'attends toujours plus, et j'avais été un petit peu déçue avec son dernier, parce que j'ai trouvé que voilà, c'était presque un petit peu, pas bâclé, mais les choses allaient un peu vite, et c'était pas toujours très cohérent. Pour autant, c'est un auteur que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'il sait décrire des ambiances. Il a une plume qui est tellement addictive en fait. Dès les premières pages, on rentre dans ces histoires. On a des chapitres courts, généralement ça se lit très très vite et très bien. À chaque fin de chapitre, on a un cliffhanger qui nous donne juste envie de tourner la page suivante pour savoir ce qui va se passer. Et en fait, généralement, je vois pas défiler les pages, et un livre de Nicolas Beuglet, généralement en une journée ou 2, je le dévore. Voilà, donc ça, ce sera une de mes prochaines lectures, parce que je n'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de me faire un avis avant de voir passer d'autres avis, parce que si je vois des avis négatifs, ça va m'influencer, enfin, ou des avis positifs d'ailleurs, ça va m'influencer, parce que je vais avoir des attentes encore supérieures, donc je préfère le lire avant de voir passer des avis, et c'est pour ça que je me le suis procuré donc à sa sortie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà bien assez. Pas mal de lectures de thrillers donc en perspective. J'espère comme toujours que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Dites-moi, je suis curieuse, en commentaire si les romans que j'ai présentés vous tentent, si vous aussi vous allez vous laisser tenter par le nouveau Nicolas Beuglet ou par les autres romans que j'ai présentés. Voilà, je suis très curieuse d'avoir vos retours là-dessus, et d'ailleurs même sur Westwell, sur les différentes romances et autres lectures que j'ai pu vous présenter ces derniers temps. Je vous souhaite comme toujours de merveilleuses découvertes, de belles lectures, une chouette semaine, et je vous dis à la prochaine.